Merci d'être resté, d'être de retour pour ce post-ESMO 2021. Et on va passer donc aux cancers génito-urinaires, essentiellement cancer du rein, de la vessie et de la prostate. Je suis entouré par Laurence Albigès et par Johan Loriot. Et ils ont voté et m'ont demandé de parler du cancer de la prostate avant de prendre la parole. Donc je vais faire de mon mieux. Et c'est vrai que cette année, on a eu des résultats vraiment intéressants de plusieurs études qui risquent de faire changer les pratiques. Je vais essayer de vous les résumer. Mes liens d'intérêt. Alors, la première étude porte sur les formes localisées de cancer de la prostate et c'est probablement la première fois en 25 ans que l'on a une vraie étude qui va changer les pratiques, en tout cas pour ce qui est des traitements systémiques. On a régulièrement eu des études qui ont changé les pratiques pour la radiothérapie. Mais là, un médicament ou une classe de médicaments, peu importe, va réellement changer la donne. Alors, il s'agit de l'étude anglaise et suisse STAMPEDE, qui est une étude complexe qui pose plusieurs questions dans plusieurs situations. Et pour le faire simple, on parle ici de patients qui ont un cancer de la prostate localisé à haut risque de récidive, le plus souvent traité par radio-hormonothérapie, avec, on attend environ 30 à 50% de patients qui vont rechuter dans les 10 ans, pardon, et puis les décès s'échelonnent un petit peu après. Donc le traitement qu'on fait, on ne le fait pas pour tout de suite, mais on le fait pour plus tard. Ce sont parmi les patients localisés les patients qui risquent de mourir de leur cancer. On a montré que combiner la radiothérapie à l'hormonothérapie fait mieux que l'un ou l'autre de ces deux traitements utilisés seuls. Et là, pour la première fois, on a des données portant sur un troisième médicament réellement actif, l'acétate d'abiraterone, en association donc à l'hormonothérapie et le plus souvent à la radiothérapie. Et vous voyez, la survie sans métastase est améliorée de manière très importante, 47% de réduction du risque de décès. C'est évidemment tout à fait important. Et surtout, la survie globale est améliorée. Et vous voyez, dès à peu près 3 ans, les courbes se séparent et se séparent de manière importante. 40% de réduction de risque de décès dans cette situation, c'est tout à fait inédit, ce d'autant plus qu'on utilise le médicament pendant seulement 2 ans, et donc avec une tolérance qui dans l'ensemble est bonne, et au passage probablement un coût pour la société qui sera limité, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un médicament qui est génériqué dans la plupart des pays, sauf en Europe, mais l'Europe va suivre dans pas très très longtemps. Donc de très bonnes nouvelles pour les patients à tout point de vue. Alors, deuxième étude ou deuxième série d'études, cette fois-ci chez des patients qui ont une forme métastatique d'emblée de leur cancer de la prostate. Et je vous montre sur ce tableau la situation d'avant l'ESMO, avec déjà toute une série de bonnes nouvelles qui nous sont parvenues entre 2015 et maintenant, avec des études portant sur les hormonothérapies de nouvelle génération. Ce sont les études qui sont en bleu dans ce tableau. Et puis également des études qui portent sur la chimiothérapie, le docétaxel, les études qui sont en rouge. Et on voyait que d'abord, à peu près toutes ces études sont positives. Donc le message numéro 1, c'est qu'il faut intensifier le traitement des patients d'emblée métastatiques et ne plus utiliser l'hormonothérapie traditionnelle seule. Ça, c'est le point important, mais avec un débat sur l'emploi de la chimiothérapie versus l'hormonothérapie nouvelle génération, versus, on va le voir après, l'association des deux. Je vous montre ce tableau parce que vous voyez, il y avait une exception parmi les hormonothérapies nouvelle génération, avec l'étude Archers qui évaluait de manière randomisée l'enzalutamide. Et les résultats en termes de survie globale étaient un peu moins bons par rapport à ce que l'on voyait avec les hormonothérapies de nouvelle génération. Vous voyez, on a plutôt 35% de réduction du risque de décès avec les hormonothérapies de nouvelle génération, alors qu'on était plutôt à 19% dans l'étude Archers avec l'enzalutamide, honnêtement, de vous à moi, parce que l'étude avait été analysée trop tôt. On a eu à cet ESMO une analyse à plus long terme. Et je vais vous le montrer vraiment en 2 diapositives. Et bien cette fois-ci, on voit la même chose qu'avec les autres hormonothérapies de nouvelle génération, à savoir l'abiraterone, la palutamide et donc l'enzalutamide. Vous voyez un hazard ratio qui est à 0,66, donc 34% de réduction de risque de décès. C'est exactement la même chose que ce que l'on voit avec les autres études, les autres molécules.
Donc on retombe sur nos pieds. Je passe. Et puis la question qui se posait, et là pour le coup on n'avait pas la réponse jusqu'à cet ESMO, en tout cas en termes de survie globale, c'était de savoir s'il ne fallait pas utiliser les deux armes systémiques principales, à savoir le docétaxel et une hormonothérapie de nouvelle génération chez ces patients atteints de cancer de la prostate métastatique de novo. On a répondu à la question à travers l'étude PIS-1, qui est une étude académique, qui pose deux questions. La première est de savoir s'il faut faire 3 médicaments au lieu de 2. Là, on a la réponse, je vais vous la montrer. Et la deuxième est de savoir s'il faut utiliser la radiothérapie de la tumeur primitive. Et là, il faudra être patient parce qu'on n'a pas encore la réponse. Je vais passer parce que c'est pour des raisons statistiques. Il nous faut tout simplement plus d'événements et il faudra probablement attendre 2023 avant qu'on ait la réponse à cette question. Mais pour la question du nombre de médicaments à utiliser, vous voyez, si vous utilisez 3 médicaments en rouge par rapport à 2 médicaments en bleu, vous faites beaucoup mieux en termes de survie sans progression radiologique. En gros, on passe de 2 ans à 4 ans et demi de survie sans progression radiologique. Ça, on le savait dès le mois de juin à l'ASCO. Ce que l'ESMO a apporté, ce sont les données de survie globale avec un bénéfice qui se confirme. Une différence qui est significative avec 25% de réduction du risque de décès pour ces patients qui reçoivent 3 médicaments. 4 ans et demi de médiane dans le bras standard et on n'a pas encore atteint la médiane pour le bras expérimental. C'est encore plus vrai chez les patients les plus graves, ce qu'on appelle les patients dits de haut volume, c'est-à-dire en gros des patients qui ont plein de métastases osseuses ou plus rarement des métastases viscérales. Là, les médianes sont atteintes. Vous voyez, on passe de 3 ans et demi dans le bras contrôle, ce qu'on attendait pour cette population, à plus de 5 ans pour l'association des 3 médicaments incluant l'abiraterone, c'est-à-dire des médianes qui n'avaient encore jamais été atteintes jusqu'à maintenant. Et ici, on a une réduction du risque de décès de 28%. Hop. Chez les patients les moins graves, oligométastatiques, donc moins de 3 métastases osseuses, pour le coup, les données sont trop préliminaires. La plupart des patients étaient vivants au moment de l'analyse cet été. Et il nous faudra donc un suivi plus long pour savoir si oui ou non ce bénéfice s'applique à ces patients. On sait déjà qu'en termes de survie sans progression, ces patients en bénéficient. En termes de survie globale, une fois de plus, c'est clairement trop tôt. On prévoit de refaire une analyse probablement d'ici 2 ans à peu près. Alors, c'est d'autant plus intéressant que dans l'étude PIS-1, les patients du bras contrôle ont été bien, entre guillemets, traités, à savoir qu'ils ont eu accès au traitement efficace. Et ça, c'est évidemment important parce que ce n'est pas toujours le cas, vous le savez, dans les grands essais de phase 3, surtout internationaux, les médicaments n'étant pas disponibles partout dans le monde. Là, c'est un essai européen. Et vous voyez, 81% des patients qui ont eu une progression dans le bras contrôle ont eu accès à une hormonothérapie nouvelle génération et 84% d'entre eux ont eu accès à un traitement qui fait bouger la survie, que ce soit une hormonothérapie nouvelle génération ou un autre de ces traitements. C'est tout à fait inhabituel, une fois de plus, dans un essai de phase 3. Et ça nous montre probablement pour la première fois de manière propre qu'un traitement précoce fait clairement mieux qu'un traitement différé. C'était toujours une critique qu'il y avait eu pour tous les essais que je vous ai montrés dans le tableau de tout à l'heure. Également, la bonne nouvelle est venue de la toxicité dans cette étude, avec en gros ce qu'on attendait, à savoir la toxicité de la chimiothérapie et puis la toxicité de la biratérone, mais pas plus. Alors que dans d'autres essais, il y a malheureusement une synergie désagréable en termes d'effets secondaires, en particulier pour des raisons probablement d'interaction médicamenteuse. Là, ça semble vraiment pas être le cas. Si je mets toutes ces données en perspective, vous voyez, et ce sont des données récentes, tout ce que je vous montre là à 5 ans. Il y a 5 ans, quand on traitait encore les patients par hormonothérapie seule, l'espérance de vie pour ces patients métastatiques d'emblée avec beaucoup de métastases était de moins de 3 ans. Et vous voyez, quel que soit l'essai, on tombait à 33 mois, 34 mois, 35 mois, enfin vraiment exactement la même chose. L'adjonction de la chimiothérapie a permis d'améliorer ça à 43 mois. L'adjonction de la biratérone, quelque part autour de 50-53 mois. Et puis, vous le voyez maintenant, avec 3 médicaments, on dépasse 5 ans pour la première fois.
avec des médicaments qui, dans l'ensemble, sont plutôt bien tolérés, avec bien sûr toutes les réserves. En tout cas, on arrive à les utiliser. Et je vous ai parlé du coût pour la société tout à l'heure. Donc clairement des bonnes nouvelles, et je pense qu'on va adapter nos pratiques à partir de ces données. Alors Karim, ça c'est des choses qu'on commence déjà à discuter en RCP, effectivement, sur des patients qui sont d'emblée métastatiques. PIS1 n'adressait que la population des patients d'emblée métastatiques. Quid d'un patient qui serait secondairement métastatique? Alors bien sûr, on n'a pas la réponse directe, donc il va falloir qu'on prenne des décisions au cas par cas, et c'est évidemment difficile. Ce que l'on sait, en tout cas, on n'a pas la réponse pour 3 médicaments versus 2. Ce que l'on sait, c'est que de plus en plus, au moins 2 médicaments doivent être utilisés. Les données de l'essai Titan avec la palutamide comprennent une proportion raisonnable, on va dire, de patients effectivement en rechute, et on voit un bénéfice qui est en gros celui que l'on voit chez les patients de novo avec l'adjonction d'une hormonothérapie nouvelle génération. Donc je pense que raisonnablement, une fois de plus avec toutes les réserves d'analyse par sous-groupe, il faut aller vers l'utilisation d'au moins 2 médicaments chez ces patients en rechute, peut-être 3, mais là c'est difficile de l'affirmer. Karim, certains esprits caligineux ont fait remarquer que les patients du groupe contrôle étaient traités avec un traitement qui n'est plus celui qu'on utilise actuellement, à savoir abiraterone associé à la castration. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors je crois qu'on peut et on doit leur répondre qu'on a d'abord et surtout été éthique dans cet essai. Lorsqu'on a débuté cet essai fin 2013, la castration seule était le traitement de référence. C'est bien sûr celui qu'on a utilisé. Dès 2015, dès qu'on a eu la première confirmation du bénéfice en survie globale du docetaxel, on a amendé l'essai pour faire en sorte que les patients puissent y avoir accès. Et puis, ça n'est seulement qu'à la fin des inclusions de PIS1 que l'abiraterone a démontré un impact. Donc, il aurait en fait été inéthique d'utiliser l'abiraterone comme bras contrôle dans l'essai PIS1, puisqu'on n'avait pas cette démonstration à l'époque. Voilà, donc tout essai répond à une ou parfois à plusieurs questions, mais ne peut pas répondre à des questions qui viennent après, bien entendu. Et je crois que c'est important. Bon, au bout du compte, on sait quand même que ces différents médicaments ont une action et une efficacité, y compris quand l'autre est en échec. Et je crois que ça, c'est vraiment le point qui est important. Et on sait que tous les patients n'ont pas une tumeur chimiosensible, n'ont pas nécessairement une tumeur très hormonosensible. Et donc, je pense que ces données, elles ont tout simplement du sens, au-delà de la démonstration formelle, par rapport à tout ce que l'on sait de ces médicaments et de cette maladie. On a vraiment l'impression, effectivement, que d'utiliser, en tout cas chez les patients les plus graves, pour lesquels on n'a pas nécessairement de deuxième cartouche, ces traitements ensemble, ça a du sens et c'est ce qui est démontré dans l'étude. Et Karim, encore une question sur les bilans d'extension, puisqu'on voit en RCP que de plus en plus les patients arrivent avec des bilans d'imagerie qui peuvent être un TEP-choline et donc peuvent identifier des maladies qui sont métastatiques, qui n'étaient pas identifiées dans les modalités d'imagerie conventionnelles. Alors, quelle est la stratégie chez ces patients-là ? Là encore, on est obligé de raisonner par analogie. On n'a pas de données directes. Tu as raison, dans tous les essais que je vous ai présentés, PIS1, mais également tous les autres, le vieux scanner, la vieille scintigraphie était l'arme d'imagerie et on est en train de changer. Donc, difficile d'être formel quant à la réponse. L'impression quand même, c'est que le bénéfice de ces médicaments, on le voit finalement, y compris dans des maladies, on va dire, post-métastatiques, oligométastatiques. Et c'est ce que l'on détecte avec un PET-PSMA, avec un PET-choline. Donc très vraisemblablement, le bénéfice en tout cas de 2 médicaments s'applique à ces patients. Mais là, je vous donne une opinion puisqu'on n'a malheureusement pas de données directes et qu'on est obligé de prendre une décision en fonction de ce qu'on en pense de ces données. Bon, on va peut-être parler du rein et de la vessie, si vous voulez bien les amis. Le rein ? Avec plaisir. Donc, voilà mes liens d'intérêt. Alors, c'était un ESMO qui a posé plusieurs questions d'optimisation des traitements systémiques actuellement disponibles au stade métastatique, avec en particulier 2 études que je vous ai sélectionnées. La première, qui est une étude qui posait la question de, en première ligne, lorsqu'on traite un patient avec une combinaison nivolumab plus ipilimumab, qui est une combinaison actuellement disponible et remboursée en France, est-ce qu'on pourrait avoir un schéma d'utilisation qui soit différent, et c'est-à-dire qu'on espace les injections d'ipilimumab. Au lieu de les administrer toutes les 3 semaines pour 4 cycles de combo, on espacerait avec un intervalle plus long de 12 semaines.
Et c'est une étude de phase 2 randomisée, avec une randomisation 2-1, mais qui est très intéressante parce qu'elle montre que lorsqu'on espace les injections d'ipilimumab, on réduit de 20% la survenue d'un effet secondaire significatif, grade 3-4. Vous savez, quand on utilise ces combinaisons, c'est effectivement l'ipilimumab probablement qui est en partie pourvoyeur des toxicités les plus significatives. Et là, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez informatif pour nos pratiques, puisque finalement, ça nous dit, en espaçant le rythme avec lequel on administre l'ipilimumab, on a moins de toxicité. Alors, c'est hors standard, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et puis la deuxième, c'est une très grosse étude anglaise, également académique, comme la précédente, quasiment 1000 patients randomisés, et c'est une étude à l'ère des anti-angiogéniques, puisque c'était est-ce qu'on peut interrompre les traitements anti-angiogéniques chez un patient qui est en réponse et ne repartir que lorsque le patient est en progression. Et de façon assez attendue, la réponse est oui, mais c'est le premier gros essai qui pose cette question et qui y répond. Donc on peut faire des pauses thérapeutiques chez nos patients qui sont en réponse. Et la question qui se pose derrière, c'est est-ce que c'est transposable à l'ère des immunothérapies ou des associations d'immunothérapie et d'anti-angiogéniques? Et la réponse est très probablement oui. Donc ça encouragera dans nos pratiques le fait de pouvoir faire des fenêtres thérapeutiques des anti-angiogéniques chez les patients qui sont en réponse. Ça a un intérêt pour la qualité de vie du patient, ça a un intérêt également dans une stratégie peut-être de prévention des effets secondaires cumulés avec nos médicaments. Donc ça, c'était vraiment 2 essais qui sont là pour répondre à une question de pratique clinique. Et puis, on a eu après des updates, des mises à jour, mais je pense que c'était les 2. Et voilà la mise à jour des recommandations de l'ESMO qui sont parues juste après. Et je vous rappelle qu'en France, on a 2 combinaisons en première ligne disponibles et remboursées, nivolumab plus ipilimumab, axitinib plus pembrolizumab, et on attend les 2 autres. Laurence, on voit que espacer l'ipilimumab, a priori, est faisable. Est-ce qu'on a encore besoin de l'ipilimumab dans le cancer du rein? Alors, merci Johan. La question c'est, est-ce qu'on a des données niveau IPI versus nivolumab? C'est l'étude 8Y8 demandée par l'IMA qui sera disponible en 2022. Et donc, j'espère qu'on pourra la présenter ensemble. Je pense qu'on a besoin de l'ipilimumab. Donc, rendez-vous dans quelques mois. Johan, en quelques mots, il y a eu des bonnes nouvelles quand même du côté de la vessie, il me semble. J'avance. Oui, de bonnes nouvelles, avec une question triviale, qui est celle du type de chimiothérapie à utiliser lorsqu'on envisage de réaliser un traitement néoadjuvant avant la cystectomie. Donc c'est une vieille étude qui a débuté en 2011-2012, française, réalisée donc 100% en France, et qui comparait chez ces patients à qui on va faire une cystectomie, une chimiothérapie néoadjuvante par cisplatin-Gemzar, dont le niveau de preuve est plus faible que le bras expérimental, à savoir dose dense MVAC. Et donc la question était de savoir s'il faut favoriser l'un ou l'autre de ces types de chimiothérapie. Et donc on a les résultats du critère principal de l'étude. Vous voyez que stricto sensu, l'essai n'a pas atteint son objectif, puisque la différence entre les 2 groupes concernant la survie sans progression n'est pas significative, mais les courbes se détachent assez nettement. Et lorsqu'on se concentre particulièrement chez les patients ayant réellement reçu les chimiothérapies néoadjuvantes, la courbe B, on voit que, semble-t-il, la différence est relativement nette, et ça se confirme côté survie globale. Donc c'est quelque chose qui remet au goût du jour ce protocole MVAC qui avait été un peu oublié par bon nombre de collègues et qui devrait revoir le jour dans certaines recommandations internationales et nationales. C'est d'autant plus qu'il s'agit du MVAC intensifié tous les 15 jours et non pas du MVAC historique, toxique, etc. Et sous GCSF. Donc on change nos pratiques et on l'utilisait, si on dit la vérité, mais en tout cas de manière plus générale, on utilise le MVAC accéléré comme standard. C'est vrai qu'en France, comme tu le dis, on utilise vraiment beaucoup plus le MVAC cisplatin-Gemzar. Alors la nuance dans cet essai, c'est qu'il y avait 6 cycles. Alors que dans la pratique courante, actuellement, on fait plutôt 3 à 4 cycles. Donc un patient qui supporte bien à l'issue de 4 cycles, plutôt jeune, sans trop de comorbidité, on peut probablement pousser jusqu'à 6 cycles, compte tenu des résultats satisfaisants de l'étude. Bon, très jolie étude académique et donc oui, qui a été beaucoup discutée, qui risque de faire changer les pratiques. Allez, un petit peu teasing pour l'an prochain, l'un et l'autre, cancer de la vessie, cancer du rein. Est-ce qu'on attend des jolies choses? Commençons par le cancer du rein. Donc probablement des premières données de triplet. On a parlé de double immuno et anti-angiogénique, donc ce serait ça un des éléments. Et puis vous savez qu'on a beaucoup parlé d'adjuvant cette année, et donc on attend avec impatience d'avoir plus de données en adjuvant dans le cancer du rein.
Probablement les premiers résultats de l'étude 901, donc évaluant l'IPI niveau en première ligne dans le cancer d'investis métastatique, et puis l'étude Ambassador adjuvant avec le pembrolizumab. Bon, on va encore se retrouver pour papoter, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Eh ben, je crois qu'on est juste dans les temps. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci bien. Vous restez bien sûr avec nous et on parle juste après des tumeurs cutanées.